Bonjour à tous, je suis extrêmement content d'être de nouveau ici. J'ai fait plusieurs conférences dans cet amphi à diverses occasions. On va commencer par un petit film, qui est un film de Saint-Gobain, et en Inde. Alors, comme vous le voyez, ça illustre une des propriétés fondamentales du verre, et je vais y revenir plusieurs fois au cours de mon exposé, qui est la transparence. Et on va essayer de comprendre et de voir pourquoi le verre a de nombreuses propriétés, dont celle-là, qui est la propriété emblématique. Il faut savoir qu'avec une série de petits films comme ça, passés à la télévision en Inde, Saint-Gobain est extrêmement connu en Inde. Si vous allez en Inde et que vous parlez de Saint-Gobain, tout le monde connaît Saint-Gobain, lié à cette série de petits films. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il y en a tout un tas qui sont humoristiques, du même type que celui que je viens de vous montrer. Alors le verre est un élément extrêmement important qui est millénaire au niveau de son utilisation, qui reste un matériau complètement emblématique dans un certain nombre de domaines et qui est unique pour avoir un certain nombre de propriétés. Alors j'en illustre une. Voir l'infiniment grand. Et vous avez ici le miroir du télescope Hubble, qui, comme vous le savez, est un miroir, un élément essentiel de ce télescope, qui d'ailleurs avait eu quelques défauts au départ, qui avaient été défauts qui avaient été liés à un cahier des charges et en particulier un appareil de mesure qui avait été mal étalonné. Et ce miroir, qui est l'élément essentiel du télescope, c'est évidemment un objet dont le verre, qui était poli à mieux que 10 nanomètres, au niveau des défauts de surface, 10 nanomètres était l'élément le plus important de ce miroir. Mais c'est aussi des éléments essentiels utilisés pour regarder l'infiniment petit. Vous avez ici le magnifique progrès de la microscopie de fluorescence en biologie. Vous avez ici une cellule dont vous voyez un certain nombre d'éléments qui ont été, avec des couleurs différentes de fluorescence, illustrés. Et là encore, c'est lié à des dizaines de lentilles d'extrême précision qui permettent d'avoir ce type d'image. Donc on peut voir l'infiniment grand, on peut voir l'infiniment petit, et on peut faire des tas de choses avec le verre. Alors, une maison, bien sûr, alors c'est une maison qui aime bien Saint-Gobain, bien sûr, il faut pas avoir trop de voisins, mais c'est quand même assez sympathique d'avoir ce type d'habitat. Et puis évidemment, des vitraux merveilleux, j'y reviendrai, qui sont probablement une des utilisations dans le domaine du vitrage, les premières qu'il y ait eu dès le XIe siècle, et on en retrouve ici, c'est la cathédrale de Chartres, on en retrouve du XIIe ou XIIIe siècle, qui continuent à jouer leur fonction emblématique dans les églises. Un matériau qui résiste à peu près à tous les produits chimiques, pas tout à fait à tous, mais à beaucoup. Et c'est impressionnant de voir qu'aujourd'hui, le verre, ça reste l'élément de base du chimiste qui permet de façon neutre, garder, transporter, faire réagir des matériaux actifs. Résiste dans certains cas, ici on a de la vitrocérame, il faut le modifier un peu, ou plus exactement utiliser une forme spéciale du verre pour le faire, résiste à la température et est utilisé couramment un peu partout. Alors vous voyez ici des tests. À gauche, vous avez deux chercheurs du laboratoire de recherche historique qui était à Paris de Saint-Gobain, qui testent la résistance du verre. Voilà, donc un peu plus de 100 kilos qui est comme charge. Mais évidemment, vous avez beaucoup mieux. Vous avez ici du verre et il faut trouver évidemment une charge un peu plus grande, donc un test grandeur nature. Alors évidemment, il faut trouver les éléphants. C'est un peu compliqué pour faire le test tous les jours. Mais voilà, c'est ce morceau de verre qui tient le poids des éléphants, juste pour illustrer que le verre est quand même un matériau solide. Alors ici, vous avez une illustration pour ceux qui connaissent, qui est l'illustration de la dureté du verre. Qui n'est rayé pratiquement que par le diamant. Alors ici, pour ceux qui connaissent, c'est les salons de La Pérouse, qui est un restaurant sur les quais de Paris. Et dans ce restaurant, ils ont gardé les miroirs du 19e siècle. Alors ces miroirs dans ces salons, c'était les parlementaires qui invitaient leurs maîtresses dans les salons du restaurant La Pérouse, leur offraient un diamant et
leur maîtresse, qui avait une grande confiance dans les parlementaires déjà, testait la dureté du diamant ou l'existence même du diamant en utilisant les miroirs comme module d'essai. Voilà, vous pouvez en trouver la trace encore de nos jours dans ces salons. Voilà, et puis une autre utilisation assez emblématique du verre qui permet de garder les déchets ultimes radioactifs. Hein, c'est un travail qui a été fait entre Saint-Gobain et le CEA, qui sont coulés dans du verre pour des stockages de très longue durée, ceux qui sont prévus théoriquement avec tous les histoires autour de ça à Bure pour le cycle de stockage des éléments ultimes radioactifs. Bon. Alors l'élément essentiel et la propriété absolument fantastique derrière la propriété de transparence du verre, c'est sa viscosité. Alors pourquoi c'est si important d'avoir une viscosité qui varie continuellement avec la température au lieu de varier brutalement, juste par élément de comparaison? Voici la viscosité de la fonte, hein, qui est un élément aussi emblématique de Saint-Gobain. Cette fonte a une température de fusion bien définie, donc c'est quasiment solide ou presque solide avant cette fusion, et puis au-dessus d'une certaine température, d'un seul coup, ça devient liquide, quasiment comme de l'eau, d'un seul coup. Le verre, au contraire, sa viscosité varie extrêmement continuellement. Vous voyez que c'est une échelle log de la basse température à la haute température. Et cette propriété de variation continue de la viscosité a donné lieu à des procédés, et je vais en dire quelques mots, une partie de ma conférence, qui sont assez uniques parce que l'homme a su utiliser cette propriété de variation de viscosité pour faire et imaginer des procédés qui sont tout à fait étonnants et que je vais décrire un peu. Donc cette propriété de variation de la viscosité avec la température est une autre et intéressante propriété unique du verre. Alors vous savez que c'est lié à la structure amorphe de ce matériau, mais j'y reviendrai. Alors le verre, c'est avant tout composé de silice, certes, silice que l'on trouve partout, hein, sous forme d'oxyde, hein, et cette silice qui est absolument partout sur le territoire, c'est d'ailleurs l'élément le plus abondant de la Terre, se retrouve sous des formes très différentes, de la roche, du sable, des cristaux, voilà. Et on fait des tas de choses avec cette silice. Alors l'histoire, la différence entre la silice, le quartz, à l'état cristallin, que l'on peut trouver dans de rares occasions sur Terre, et puis le verre, c'est la structure. Vous avez ici à droite des photos de microscopie électronique, hein, c'est ce qu'on peut faire maintenant de mieux, où vous voyez à gauche la structure de la silice, donc le quartz, la structure cristalline périodique du cristaux de silice, et puis à droite de la silice amorphe, c'est-à-dire du verre, on va voir comment on le fabrique, qui est désordonné. Alors en fait, c'est extrêmement important que le verre soit amorphe. C'est les deux propriétés que je viens de citer, la transparence d'un côté et la viscosité continue en fonction de la température, ce sont des propriétés qui sont liées à cet état amorphe et elles sont importantes. Alors je vais en dire deux mots sur la propriété de transparence parce que vous êtes des professeurs de physique, de chimie, vous avez probablement tous ça en tête, mais c'est quand même important de revenir à cette question simple. Pourquoi est-ce que le verre est transparent? Et c'est pas banal, il est transparent parce qu'il est amorphe. Évidemment, s'il était monocristallin, avec des cristaux parfaits, comme le quartz, vous en avez une photo en bas à gauche, eh bien, il serait transparent. Vous savez qu'un monocristal, sauf les métaux bien évidemment, est en général transparent quand il n'est pas coloré, et ces monocristaux sont certes transparents, mais extrêmement rares et difficiles à mettre en œuvre. La plupart des cristaux se trouvent sous la forme polycristallin, et quand un cristal est polycristallin, il n'est plus transparent, il est en général opaque, et la raison de son opacité, ça vient des joints de grains, des défauts qu'il y a entre ces cristaux. Alors vous avez ici un cristal parfait, vous savez qu'un cristal, il a des indices de la lumière différents selon les directions, et lorsque vous faites un élément polycristallin, vous avez des joints de grains, des plans où les dislocations se regroupent, et ces joints de grains donnent des orientations différentes des indices, et c'est la raison pour laquelle le polycristal n'est plus transparent. Au contraire, dans le métal amorphe,
dans le milieu amorphe, parce qu'il n'y a plus qu'un seul indice homogène de la lumière, le système redevient transparent. Alors juste pour illustrer ça, à travers un système cristallin, quelle que soit la direction, le rayon lumineux ne voit qu'un seul indice, il n'y a pas de variation d'indice. Dans un système polycristallin, il y a des variations d'indices qui donnent de la diffraction et de la diffusion, ce qui explique le caractère non transparent des polycristaux. Et dans le métal amorphe, que dans le milieu amorphe, comme il n'y a qu'un seul indice, quelle que soit la direction, on retrouve cette transparence. Donc vous voyez que la nature même microscopique du verre, c'est-à-dire d'être amorphe, c'est la raison de sa transparence, et c'est évidemment un point extrêmement important. Alors juste pour illustrer cette propriété, parce que c'est toujours intéressant de le faire avec des enfants, quand vous faites pousser un monocristal de sucre, il est transparent, au moins translucide. Le sucre, en général, est vu comme une poudre blanche parce qu'il diffuse et il diffracte la lumière, il diffuse plutôt la lumière. Mais quand vous le faites fondre et qu'il devient liquide, avant que ça devienne du caramel, il redevient transparent parce qu'il est de nouveau amorphe. Et c'est une propriété optique intéressante de la matière, de ce passage de la transparence à le fait de diffuser ou de diffracter la lumière. Voilà, et on retrouve la même propriété dans plein d'autres matériaux, bien évidemment. Alors, je vais vous raconter des histoires sur le verre, il y en a un certain nombre. Alors il y en a une qui est fantastique, elle est probablement fausse malheureusement, mais elle est fantastique, c'est celle que décrit Pline l'Ancien de la découverte du verre. Alors, je vous ai parlé de la silice, je vous ai parlé du verre. C'est pas tout à fait la même chose. Le verre, c'est une silice dans laquelle on a rajouté un additif, typiquement du sodium ou du potassium, qui fait ce qu'on appelle un fondant, qui permet de le faire fondre à des températures sensiblement plus basses que la silice. Et l'histoire de la découverte racontée par Pline l'Ancien est merveilleuse parce que il raconte que des navigateurs phéniciens qui transportaient du natron, alors le natron c'est du carbonate de sodium, ils avaient envie de faire un feu sur une plage, ils ont mis leur bloc de natron, ils ont fait leur feu entre les blocs de natron, et puis ils ont cuisiné, hein, ils voulaient simplement dîner, je pense, le soir, et ce qu'ils ont vu, c'est s'écouler une liqueur à la jonction entre la silice de la plage de sable et des blocs de natron. Ils ont vu s'écouler une liqueur qui coulait, et c'était ce mélange de sodium, carbonate de sodium et de silice, qui ensuite a donné le verre, qui permettait donc de faire fondre la silice à des températures relativement basses. Alors, bon, l'histoire montre, il y a un débat autour de ça qui conclut que c'est probablement impossible de le faire. Je suis pas si sûr que ce soit impossible de le faire, mais en tout cas, cette histoire est probablement fausse, mais elle est assez sympathique pour être racontée. Alors, évidemment, très vite, dès la Haute-Égypte, il y a très très longtemps, le verre a été utilisé, formé, et commence à diffuser tout autour de la Méditerranée, et ça a été évidemment le début d'une histoire industrielle absolument remarquable. Et au début, c'était un produit de luxe. Et vous avez ici, à l'époque romaine, une phrase de Sénèque qui dit que finalement, il fallait être très pauvre pour ne pas avoir du verre, parce que c'était quand même déjà un élément décoratif, emblématique, et on le retrouve ensuite tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, on en fabrique pas loin d'une centaine de millions de tonnes par an, dont une grande partie est évidemment utilisée en Chine, mais le reste du monde, c'est à peu près moitié-moitié, l'utilise dans toutes les applications, évidemment automobiles, bâtiments et bien d'autres applications que vous connaissez. Et ça reste un matériau emblématique pour les architectes qui ont toujours un amour et un intérêt très très spécial avec le verre, et on le voit bien à Saint-Gobain quand il s'agit de discuter avec ce monde des architectes. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était de la silice, dans lequel on rajoutait du sodium, sous forme en général de carbonate de sodium, ou du potassium, qui jouent à peu près le même rôle. Il y a des petites nuances et des différences, mais elles sont pas, à ce niveau-là, elles sont pas très importantes. Et puis de la chaux. Alors pourquoi de la chaux? C'est-à-dire du carbonate de calcium, parce que quand on met juste du sodium dans la silice, il a tendance à être soluble, certes peu soluble, dans l'eau, et ça pose évidemment des problèmes d'application. C'est pour ça qu'on rajoute un peu de calcium. Les gens se sont aperçus qu'en rajoutant du calcium, on diminue fortement la solubilité du verre dans l'eau, et ça permet de faire des matériaux plus durables. Voilà, c'est essentiellement, alors il y a bien d'autres choses, mais c'est essentiellement les trois éléments principaux qui sont ajoutés sous forme de carbonate, du sodium, du calcium et de la silice, et pour faire des verres qui sont les verres
dont la formulation n'a pas tellement changé depuis 2000 ou 3000 ans. Il y a eu à un moment plus de potassium que de sodium, parce qu'il y avait des sources qui n'étaient pas les mêmes, mais essentiellement, la formulation n'a pas réellement changé. Quand on regarde la formulation des vers anciens, à part les impuretés, le reste ressemble beaucoup aux formulations des vers modernes. Alors voilà une qualification que j'aime bien, et on va parler beaucoup de glace et de vitre, et je vais essayer de vous expliquer la différence, pourquoi le terme de glace était très important et a fini par disparaître, parce que le verre historique et le verre noble historique s'appelait la glace, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc dans ce texte de Augustin Cochin, une glace est un objet précieux tiré des matières les plus vulgaires. Voilà, c'est comment on fait avec des matières de base qu'on trouve partout, un matériau aussi emblématique et merveilleux. Alors les marchés du verre, c'est la décoration, l'architecture et les objets dans tous les sens. Ça reste aujourd'hui les trois grands domaines d'application, avec historiquement les bijoux. Le verre était un élément extrêmement précieux, qui était le signe de la richesse. Donc il y a eu des bijoux, il y a eu évidemment des objets d'art, très nombreux. Un exemple d'une des premières vitres, alors de façon intéressante, le verre en tant que vitrage n'a été utilisé que très tard, à partir du XVIe, XVIIe siècle, parce qu'avant il était trop précieux pour être utilisé comme vitrage, sauf dans des habitations extrêmement riches. Alors on en retrouve ici, à l'époque romaine, l'exemple d'une probablement source de lumière. Alors le verre était à l'époque pas très pur, donc il est coloré en vert, hein, signe qu'il y avait encore pas mal de fer à l'intérieur, d'oxyde de fer. Mais ça permettait d'illumer, mais c'est rare de trouver des éléments de vitrage anciens dans le domaine du verre. Sauf dans un domaine, comme on le verra, qui est le domaine des vitraux, où là, il y a eu une histoire très importante du rôle du verre, évidemment, dans les religions, en particulier la religion catholique et chrétienne. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est un matériau, comme je vous le dis, emblématique de l'architecture. Ça reste, la pyramide du Louvre a été faite avec un verre qu'on appelle le diamant, un verre extrêmement transparent, dont d'ailleurs qui n'est plus fabriqué. Saint-Gobain a encore des réserves qui permettent de remplacer à peu près l'équivalent de tous les vitrages de la pyramide du Louvre s'il le fallait, mais on ne le fabrique plus. C'est un verre extrêmement transparent. Après, je peux vous raconter pourquoi et comment ça s'est fait et pourquoi on ne le fabrique plus, mais c'est une autre histoire. En 1938, vous avez ici des exemples de meubles faits en verre qui avaient été créés pour l'exposition universelle par René Coulon. C'est des verres qui sont faits en verre sécurite, j'y reviendrai. Voilà, on peut faire des tas de choses, y compris des meubles, et le verre comme élément de décoration intérieure des maisons et des immeubles reste tout à fait intéressant. On peut faire des couleurs. Alors il y a des chimistes dans la salle. Vous savez que en mettant des métaux de transition avec des complexes et des degrés d'oxydation contrôlés, on peut faire apparaître des tas de couleurs. Et c'est comme ça que l'on colorie le verre. Avec cependant un cas un peu spécial, qui est cette coupe qui a été redécouverte ou découverte il y a déjà un certain temps. Mais vous voyez que cette coupe, elle est verte, mais quand on l'éclaire de l'intérieur, elle est rouge. Et donc cette alternative, ce n'est pas lié à un métal de transition directement. Ça a été à l'origine de couleurs extrêmement connues dans le verre, qui est le verre rubis. Alors que ce soit celui qui vient de Murano, endroit historique près de Venise où les verriers vénitiens fabriquaient du verre, ou le cranberry glass qui venait d'Angleterre. Et cette couleur rouge, c'est une couleur intéressante parce qu'elle a été connue dans l'Antiquité, perdue pendant un certain nombre de siècles et redécouverte de façon plus récente, un peu après le Moyen-Âge. Et cette couleur rouge, elle n'est pas due directement à des métaux de transition sous forme d'oxyde, elle est due à des nanoparticules. Alors ici, c'est des nanoparticules de cuivre pour un verre d'un parfum célèbre, et ces nanoparticules, elles ont ce qu'on appelle des phonons, donc des excitations électroniques de surface qui donnent, en fonction de la taille de ces particules, c'est ce qui s'appelle maintenant les quantum dots, des couleurs différentes, et c'est ces couleurs qui sont à l'origine de ce rouge historique du verre. Évidemment, à l'époque, ils ne savaient pas, mais ils savaient qu'en rajoutant un peu d'or ou d'argent dans le verre en fusion, on retrouvait à la fin des couleurs de type rouge, et ça a été évidemment important de comprendre d'où venait cette couleur, qui ne venait pas directement d'un atome métallique. Alors, l'utilisation des vitrages est intéressante parce que, comme je vous l'ai dit,
Le verre n'a pas été utilisé comme vitrage, sauf assez tard dans la civilisation, donc 16e ou 17e siècle, sauf dans un endroit tout à fait emblématique, qui étaient les cathédrales ou les églises. Et c'est l'arrivée du gothique qui, en permettant de faire des ouvertures de grande taille, parce qu'avant, l'architecture romane était compacte, il y avait peu d'ouvertures, parce que le système ne tenait pas, on ne pouvait pas faire de grandes ouvertures sans garder la structure mécanique du bâtiment. C'est le gothique, avec ses systèmes d'arc-boutants et de merveilleuses capacités de se projeter dans l'espace, qui a permis de faire des ouvertures importantes. Et ces ouvertures ont très tôt été utilisées pour impressionner, entre guillemets, les croyants, par des vitraux de toutes les couleurs, et ça a été au Moyen-Âge une industrie absolument remarquable que celle de fabriquer des vitraux avec du verre de différentes couleurs. Il y avait partout en Europe au Moyen-Âge, il y avait des industries et la France faisait partie avec l'Allemagne des industries les plus effectives dans le domaine, de faire ces merveilleux vitraux. Là, vous avez évidemment reconnu la Sainte-Chapelle. Alors, il faut contrôler les propriétés du verre. On a parlé d'un certain nombre de ces propriétés et on va aller maintenant petit à petit vers les procédés. Mais avant ça, les physiciens et les chimistes ont inventé des systèmes pour essayer de corriger quelques-uns des défauts du verre. Je vous ai dit qu'il était dur, mais il est fragile. C'est-à-dire qu'il a beau être dur, il se casse facilement. Alors, il y a des systèmes qui permettent de contrôler cette façon dont il se casse. Alors, j'en cite 3 rapidement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le verre trempé, qui consiste du verre à haute température à refroidir rapidement la surface de ce verre, ce qui crée un système de compression et de tension entre l'extérieur et l'intérieur du verre, et qui rend ce verre beaucoup plus robuste et qui permet de faire des objets qui sont mécaniquement beaucoup plus sollicités que du verre normal, en tout cas qui ne se casse pas de façon aussi violente et aussi dangereuse que du verre qui n'aurait pas été trempé. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une explosion d'une technique qui est ancienne mais qui est intéressante, qui est le trempage chimique. Je vous ai décrit le trempage classique qui consiste à refroidir rapidement la surface d'un verre. Là, c'est une autre façon de créer une tension et une pression à l'extérieur. C'est celui de substituer des ions sodium ou potassium qui sont dans le verre par des ions plus gros, par simple substitution de diffusion. Vous faites tremper votre verre dans une solution, par exemple, d'oxyde d'argent, et cet argent vient remplacer des atomes de sodium, et comme ils sont plus gros, les atomes d'argent, eh bien, ils créent cette surpression à l'extérieur de la même façon que l'on crée cette surpression avec la température. Alors, c'est intéressant de voir que ce sont, par exemple, comme ça que l'on fabrique les pare-brises d'avion, qui sont, évidemment, ont besoin d'une résistance mécanique très forte. Mais de façon plus classique, Corning a mis au point un verre que vous avez tous probablement dans votre poche, qui est le verre qui permet de faire des téléphones portables, des iPads, et qui est un verre extrêmement fin, de l'ordre de 0,2 mm, 200 microns d'épaisseur et même beaucoup plus petit, et qui, lui, parce qu'on ne peut pas le refroidir rapidement parce qu'il est trop mince, il se refroidirait d'un coup et il n'y aurait pas de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, il est trempé chimiquement, c'est la base du verre que Corning a appelé le verre Gorilla, qui est un grand succès, qui est le verre qui a permis de continuer à l'utiliser dans les applications que je viens de décrire, c'est-à-dire téléphone et tablette. Alors, une histoire intéressante qui est le verre Sécurite. Alors, le verre Sécurite, vous connaissez tous le mot. Alors, de façon intéressante, en français, c'est avec un C, en allemand, c'est un K, mais la marque de Saint-Gobain qui s'appelle Sécurite, elle est avec un K. Ça a été un long débat au sein de la société à l'époque où il a fallu choisir si on gardait un C ou un K. C'est les Allemands qui ont gagné à l'époque, et on a gardé le K allemand de Sécurite. Même si on retrouve historiquement un Sécurite avec un C qui était la marque française historique. Alors c'est un verre feuilleté où on met entre 2 plaques de verre un film de plastique, du PVB, qui permet de maintenir l'intégralité du verre. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'elle est intéressante au niveau scientifique, parce que comme souvent, c'est une découverte accidentelle qui a permis l'invention du verre Sécurite, qui s'appelait d'ailleurs pas Sécurite au début, mais verre triplex. Alors c'est ce monsieur, Édouard Benedictus, qui était chimiste et qui faisait des recherches sur le collodion. Alors le collodion, c'est une suspension, une solution de nitrocellulose dans de l'eau et de l'alcool,
Et quand l'eau et l'alcool s'évaporent, ça laisse un film sur la surface. Et vous allez voir que c'est important dans cette histoire. Donc ce monsieur Benedictus travaillait sur le collodion et il avait fait plusieurs préparations dans un bécher avec évaporation dont le solvant s'était évaporé. Et son bécher est tombé par terre, s'est cassé, et il a eu la surprise de découvrir qu'au lieu de partir en 1000 morceaux, bien que se cassant, l'intégrité physique du bécher était restée à peu près intacte et que les morceaux n'étaient pas partis dans tous les sens. Il a gardé ça dans un coin de sa mémoire, et un jour, assistant à un accident de voiture où une femme avait été vilainement blessée au visage par l'explosion de son pare-brise, il a eu l'idée, et il lui est revenu en mémoire cette remarque qu'il avait faite que son bécher ne s'était pas cassé en 1000 morceaux, il a eu l'idée de dire mais peut-être on pourrait utiliser cette propriété pour faire des pare-brises qui n'éclatent pas et de ce fait-là ne blessent pas les conducteurs ou les passagers en cas d'accident. Et ça a été l'invention du verre qu'il a appelé le verre triplex, qui est donc un verre de sécurité, comme vous le voyez de la publicité qui est à droite. Alors, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Je raconte une parce que elle correspond dans les archives de Saint-Gobain à une photographie célèbre. Alors cette photographie, c'est la photographie du chauffeur que vous voyez posé à droite de Clémenceau, près de sa voiture, avec une photo prise à travers le pare-brise de sa voiture dans lequel une balle s'était logée sans la traverser. Et c'était un pare-brise triplex. Et donc, ce qu'il y a décrit ici, alors vous le voyez mal, mais ici vous avez écrit, signé par le chauffeur de Clémenceau, au verre triplex qui m'a sauvé la vie. Parce qu'effectivement, lors d'un attentat qui visait Clémenceau, la balle n'a pas traversé le verre triplex et a sauvé la vie de son chauffeur. Et cette photo, avec ce montage un peu spectaculaire, fait partie des nombreuses archives de Saint-Gobain. Vous allez comprendre à la fin que j'ai utilisé évidemment pas mal les archives de Saint-Gobain pour vous raconter toutes ces histoires. Alors, il n'y a pas que Clémenceau et son chauffeur qui s'en sont aperçus, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus important, Hergé, et en particulier Tintin, qui a sa première rencontre avec la Castafiore, c'est la première rencontre de Tintin dans, je crois, le Sceptre d'Autocar avec la Castafiore, qui s'est mise évidemment à chanter, et heureusement que Tintin avait remarqué que la voiture était équipée de verres sécurité, ce qui a évité à ses vitres d'exploser sous la puissance de l'organe de la Castafiore. Voilà, donc il y a d'autres voilà. Alors, on va parler un petit peu des procédés, parce que comme je vous l'ai dit, ce verre, non seulement il a des propriétés remarquables d'un point de vue physico-chimique, mais il est spécial à mettre en forme. Par rapport à un métal, par rapport maintenant à des matières plastiques, même si beaucoup des propriétés des matières plastiques peuvent ressembler à celles du verre, par le côté amorphe de l'organisation, le verre a de tout temps fait l'objet d'inventivité de la part des gens qui l'ont mis en forme, c'est-à-dire fabriqué et utilisé. Alors évidemment, historiquement, là vous avez ici une figure de verrier de Thèbes, alors Thèbes en Égypte, c'est pas Thèbes en Grèce, qui, vous voyez, déjà utilisé le soufflage, qui est la technologie historique de mise en forme du verre. On va y revenir. Alors le soufflage, c'est une technique absolument merveilleuse qui utilise complètement le fait que le verre puisse changer de viscosité, qu'on peut le contrôler, cette viscosité, avec la température, puisqu'on part ce qu'on appelle une paraison, donc d'un morceau de verre en fusion, mais assez mou pour se tenir, et assez mou pour être formé, mais assez dur pour se tenir. Et ensuite, en le soufflant, on peut faire des objets différents, et ça a donné lieu à, évidemment, l'explosion de l'utilisation du verre pour des tas d'applications. Les fours ont été utilisés et ont été très importants dans la fabrication du verre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le verre a bénéficié en quelque sorte de fours encore plus historiques, qui sont ceux de la métallurgie, où là, il s'agissait de faire une réaction de réduction, généralement d'oxyde de métaux, pour retrouver les métaux. En fait, avec des fours à peu près semblables, ici on a des fouilles qui ont été trouvées en Israël et qui montrent les premiers fours autour de la Méditerranée qui permettaient de faire du verre avec du calcin. Alors c'était intéressant à l'époque parce qu'on fabriquait le verre à certains endroits, en général des endroits où il y avait ce qu'il fallait en termes de matières premières, et puis ensuite ce calcin voyageait dans toute la Méditerranée pour être mis en forme à des endroits différents. Donc il était séparé, les endroits de production du verre en tant que matière et les endroits d'utilisation du verre en tant que matériau, en quelque sorte. Alors, un four très important, qui est typiquement le four du Moyen-Âge, c'est le four à creuser.
Donc c'est encore le même principe qui est utilisé aujourd'hui, même s'il est un peu différent. L'idée, c'était de mettre le verre dans des récipients réfractaires qui étaient des creusets, de chauffer fortement par en dessous le four réfractaire, et c'est cette chaleur du réfractaire qui faisait fondre l'objet, donc il n'y avait pas de cuisson directe, c'était une cuisson par rayonnement du réfractaire vers le matériau qui le faisait fondre. Alors vous avez ici une invention particulièrement importante parce que ce four Siemens des années du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, ça a été le début des fours modernes verriers. Ici, c'était un four à creuser, vous voyez les creusets ici. Ici, ce sont des échangeurs qui permettent de gagner en énergie, en efficacité énergétique par l'utilisation des rejets chauds de gaz du verre qui permettent de préchauffer l'arrivée des gaz nouveaux et donc gagner en efficacité énergétique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un four moderne, eh bien, est à peu près basé sur les mêmes principes que ce four Siemens du milieu du 19e siècle. Alors, un four moderne, pour ceux qui auraient l'occasion de visiter une usine moderne de fabrication de verre, c'est très impressionnant. Ce sont des fours à flammes, et les flammes ne servent pas à chauffer le verre, ici vous avez du verre en fusion, mais à chauffer la voûte, et c'est la voûte qui, par rayonnement, fait fondre le verre, un peu comme les fours antiques à réfractaire que j'ai décrits. Alors ici, vous avez l'exemple d'un four en Inde, un four de Saint-Gobain en Inde. Alors il faut vous dire qu'un four qui fabrique du verre plat, donc ça c'est un four qui fabrique du verre plat, eh bien, il produit à peu près 1000 tonnes par jour de verre et quasiment sans s'arrêter pendant 15 ans. Donc quand vous mettez un four en route, sa durée de vie, c'est une quinzaine d'années, même s'il y a une ou deux arrêts pour entretien en cours de route, et tous les jours, 24 heures sur 24, il fabrique des rubans de verre, on va voir comment, et ces rubans de verre correspondent à des productions qui sont de l'ordre de 1000 tonnes par an. Donc imaginez-vous des usines, 1000 tonnes par an, le balai des camions de matières premières et de matières transformées qui s'en vont et qui arrivent, tous les jours, tout le temps, et c'est évidemment extrêmement impressionnant à voir fonctionner. Alors, revenons sur la glace et le verre. Pourquoi les deux mots, la glace et le verre, pourquoi le mot glace a disparu? Alors, pour comprendre ça, il faut revenir à l'histoire du verre. Une des premières applications du verre, en dehors de celles que j'ai décrites et dont je n'ai pas encore parlé, sauf peut-être pour le télescope, c'est le miroir. En fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'on devait utiliser du verre pour faire des miroirs, et peut-être vous avez ici, évidemment, avec la Galerie des Glaces de Versailles, le côté absolument fantastique où vous avez à gauche de la photo les miroirs et à droite les vitres. Et à cette époque, à l'époque de Versailles, donc XVIIe siècle, la glace et les vitres étaient très différentes. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Le matériau noble, c'était la glace. Le matériau un peu plus vulgaire, même si c'était à l'époque encore assez cher, c'était la vitre. Alors pourquoi la vitre et la glace étaient différentes? Parce que, alors vous avez peut-être ici, vous allez comprendre ici tout de suite, vous avez une publicité de Saint-Gobain en 1932, il n'y a pas si longtemps que ça, longtemps après Versailles, où vous avez la tour Eiffel qui est vue à travers, en bas à gauche, une vitre, et en bas, en haut à droite, une glace. Et vous voyez tout de suite qu'au niveau optique, il y a une très grande différence, en particulier au niveau déformation optique, entre le verre et la glace, et on parle de vitrage de 1932. Si vous allez voir des anciennes habitations, vous avez ça très couramment dans le Marais à Paris, mais vous avez des tas d'autres endroits, et vous regardez les anciens vitrages qui restent, qui datent des fois du 18, 19, et même début du 20e siècle, vous verrez que les vitres sont très 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 loin d'avoir la qualité des vitres modernes. Il y a des bulles à l'intérieur allongées, et il y a une déformation optique, un peu comme sur cette publicité, qui est visible. Alors c'est pas très gênant quand vous êtes loin, c'est un peu plus gênant quand vous regardez à travers de façon assez rapprochée. Alors pourquoi cette différence entre la glace et le vitre? Alors la glace, c'était essentiellement pour faire des miroirs. Et vous comprenez bien que les miroirs ne toléraient pas de déformation optique. Les verriers, en fait, de Venise, historiquement, avaient vite compris que pour faire des bons miroirs, il fallait partir d'un verre qui était fabriqué, un verre plat qui était fabriqué par les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire à l'époque du soufflage et de l'étendage, je reviendrai dessus, et qu'après, il fallait premièrement ôter de la matière, ce qu'on appelait du doucissage, pour rendre plat et uniforme les deux surfaces,
Cette opération conduisait à dépolir, entre guillemets, le verre, qu'il fallait ensuite polir de façon très fine pour retrouver la transparence, qui était supprimée par l'opération de doucissage. Donc le verre, il était fabriqué, douci et poli, et c'était uniquement à travers ce long travail, on va en voir quelques extraits, que l'on pouvait avoir du verre de la qualité qu'il fallait pour faire de bons miroirs, donc la glace. La vitre, au contraire, était du verre plat brut que l'on mettait dans les bâtiments pour permettre à la lumière de rentrer, et était de qualité nettement moins bonne, en particulier au niveau optique, comme on peut le voir ici. C'est pour ça que très longtemps, le logo de Saint-Gobain figurait avec des miroirs, parce que Saint-Gobain n'a utilisé le verre pour faire des vitres que finalement, relativement tard dans son histoire, la spécialité de Saint-Gobain, c'était de faire de la glace, c'est-à-dire de faire du verre pour des miroirs. D'ailleurs, c'était une manufacture, quand elle a été créée par Colbert et Louis XIV, c'était une manufacture de glace et pas une manufacture de verre. Et donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, et on va voir pourquoi les deux choses ont été longtemps séparées, et ce sont les procédés qui ont permis aujourd'hui de mélanger en quelque sorte, ou de ne plus faire la différence entre la glace et le verre. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, le procédé initial, c'est celui du soufflage. Donc, vous faites des grands cylindres, vous coupez... Alors, vous voyez ici à la fois un dessin et une photo de ces blocs de verre que vous mettez sous forme de cylindres. Alors, tout de suite, pour que vous compreniez, la taille de ces cylindres était très différente selon qu'on voulait faire de la glace ou de la vitre. La vitre, vous pouviez tout de suite faire la taille finale, l'épaisseur finale, donc quelque chose d'assez fin. La glace, au contraire, il fallait faire un cylindre très épais pour qu'ensuite on puisse ôter de la matière pendant le polissage et ensuite le doucir. Et donc, la taille des miroirs était limitée par la capacité de l'ouvrier à balancer le cylindre épais, entre guillemets, de verre, qui permettrait ensuite de faire de la glace. Et donc, on faisait que des miroirs de petite taille jusqu'à ce qu'un procédé nouveau qu'on appelle la coulée sur table, et que je vais vous expliquer, intervienne. Alors, ici, vous avez en quelque sorte les schémas à partir d'une utilisation qui était la même, où on utilisait le verre pour plutôt de la décoration, des bijoux et quelques éléments d'ustensiles de cuisine et autres. La différenciation avec l'apparition des miroirs, c'est-à-dire on est là au XVIIIe siècle, s'est faite avec énormément de progrès au niveau des procédés dans la glace, alors que comparativement, pour la fabrication des vitres, on est resté très très longtemps avec le procédé initial de cylindre de départ, et l'innovation importante s'est faite au début du XXe siècle par des procédés, alors le procédé Fourcault d'abord, et puis après il y a différents noms qui sont arrivés jusqu'au dernier qui s'appelle Pittsburgh, qui étaient des procédés de verre étiré, on va voir tout ça. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'élément noble, qui était la glace, a bénéficié d'énormément d'innovations procédées, alors que l'élément moins noble, qui était la vitre, a eu évidemment beaucoup moins d'innovations procédées, et comme vous l'avez vu, jusque dans le début du XXe siècle, même presque le milieu du XXe siècle, la qualité des vitrages n'était pas du tout celle qu'on connaît maintenant. Alors, on va parler de la glace, on va parler de la vitre, et on va commencer par la glace. Alors après, on verra pourquoi les deux sont rejoints avec un nouveau procédé qui a été une révolution dans le monde du verre. Alors la technique classique, ça consistait donc à faire des cylindres de verre soufflés, dont on coupait les deux bouts, on le fendait au milieu, et on le faisait réchauffer pour qu'il s'étende et faire du verre plat, dans ce qu'on a appelé l'étendrie. Et c'est intéressant de voir que quand vous visitez aujourd'hui une usine moderne de verre, on continue à appeler l'endroit où le verre plat sort l'étendrie, du nom historique où on étendait le verre, c'est-à-dire on réchauffait une fois coupé pour en faire du verre plat. Donc ça, c'était le procédé commun initial pour faire à la fois de la glace plus épaisse ou du vitrage plus mince. Alors vous avez ici un procédé qui a été inventé, c'est une des innovations historiques de Saint-Gobain. Au début du XVIIIe siècle, vous avez ici la visite par la duchesse du Berry de l'usine de Saint-Gobain, avec une coulée sur table. Alors vous allez, l'histoire est intéressante parce que c'est une invention qui n'est pas due à Saint-Gobain, mais due à, de nouveau par accident, à un verrier qui faisait des médaillons, qui s'appelle Bernard Perrault. Alors Bernard Perrault, c'était un verrier qui avait par accident découvert qu'on pouvait faire des choses avec du verre intéressantes. Un jour, il faisait du verre, il a laissé tomber un morceau de sa paraison par terre, qui est tombé sur un morceau de métal qui était par terre, et il a vu que le verre prenait la forme du métal, et que c'était une façon, en quelque sorte, de donner une forme au verre.
Et il a eu l'idée de faire des médaillons, c'est-à-dire de sculpter dans la pierre ou dans le métal le visage de quelqu'un, là vous avez ici Louis XIV, et de faire couler du verre par-dessus qui prenait en négatif la forme du médaillon, et ensuite de le peindre pour faire le médaillon final. Donc on a quelques exemplaires de Louis XIV et une de son frère. Je crois qu'il y a 3 portraits de Louis XIV et un de son frère fait avec cette technique de Perrault. Et c'était évidemment très artistique, très cher, et c'est resté comme ça pendant quelques années, jusqu'à ce qu'un monsieur Louis-Lucas de Neuilly ait eu l'idée de faire ça pour fabriquer du verre plat. Du verre plat épais et du verre plat épais de grande taille qu'on ne pouvait pas faire avec le procédé classique de cylindre. Et ça a donné, alors ici vous avez une reconstitution. Porté à plus de 1000 degrés, le verre est versé sur la table métallique. 2 ouvriers, appelés teneurs de main, maintiennent les réglettes qui déterminent les dimensions et l'épaisseur de la glace. Le verre est laminé par un rouleau sous la surveillance de 2 grappineurs qui retirent les dernières impuretés. La glace est ensuite poussée dans un four à recuire, la carquaise. Voilà. Donc vous voyez cette coulée sur table, 18e siècle, dans l'usine de Saint-Gobain, reconstituée. Je vous conseille de regarder, il y a un site pour les 350 ans de Saint-Gobain qui ont eu lieu il y a maintenant 3 ans. Vous avez tout un tas de petits films de ce genre. Alors ensuite... Le doucissage consiste à rendre la glace parfaitement plane. C'est la première opération de finition de la glace brute. On frotte 2 glaces l'une contre l'autre en ajoutant des matières abrasives de plus en plus fines. Cette opération, répétée sur chaque face, demande plusieurs semaines. L'inspecteur s'assure que la glace est devenue douce au toucher, d'où le nom de doucissage. À ce moment-là, la glace est plane, mais encore opaque. Et le doucissage, le polissage, pardon. Doit donner à la glace sa transparence. La glace est scellée au plâtre sur un établi et frottée par un polissoir, planche de bois tendre enduite de potée. Il s'agit d'une pâte abrasive constituée d'oxyde de fer qui lui donne sa couleur rouge. L'ouvrier polisseur pousse cette petite planche contre la glace, tandis que la flèche, un ressort en bois flexible, la ramène à sa position initiale. L'opération dure plusieurs semaines, comme le doucissage. Alors vous voyez que ces procédés, doucissage et polissage, étaient longs et fastidieux. Alors vous avez ici un film des années 50 à Herzogenrath en Allemagne, d'une coulée sur table. Vous voyez qu'on a gardé la méthode de coulée sur table très tard, pas tellement différente de ce que je vous ai montré, reconstitué au XVIIIe siècle. La pâte de verre est posée sur une table en acier. Le rouleau permet, avec des réglettes de chaque côté, de fixer l'épaisseur et de donner la forme au vitrage. Et vous voyez que on continuait à utiliser ce procédé pour faire de la glace jusque dans les années milieu du XXe siècle. Hein. Ça permettait de faire des glaces de très grande qualité. Vous voyez, cette fois quand même, la taille est un peu plus importante que celle du XVIIIe siècle, mais pas beaucoup. Et ensuite, on récupérait, vous allez voir ensuite, je pense, la récupération de la plaque de verre une fois un peu plus froide. Vous la récupérez, vous faites des grandes plaques de verre qui sont à l'époque donc du verre brut, donc il n'était à l'époque ni douci encore ni poli. Alors vous avez l'opération de doucissage. La glace brute ainsi obtenue était alors posée sur un grand plateau. Ça c'est la plaque qu'on a vue tout à l'heure. Le plâtre est en dessous et vous allez voir ce qu'on appelle la danse des sabots. Les ouvriers en rythme qui collent la plaque de verre au plâtre pour ensuite pouvoir le doucir correctement. Bon, je passe le doucissage qui consiste ensuite à braser, comme on l'a vu, alors mécaniquement, enfin vous allez voir mécaniquement, mais vous voyez que la force humaine était quand même encore utilisée pour faire tourner les machines. Hein. Donc voilà, ce qu'un ouvrier faisait, c'est lui qui faisait tourner pour le doucissage la plaque.
Et puis enfin, là je vais le passer, c'est l'opération de polissage, bon, qui était un peu plus compliquée et qui a un peu moins d'intérêt, donc je passe un peu plus vite. Alors, évidemment, ce procédé qui consistait à faire du verre surcoulé sur table, ensuite de le séparer pour faire le doucissage, ensuite de le séparer pour faire du polissage, était long, fastidieux et coûtait très cher. Est arrivée ensuite la coulée continue. On s'est dit, on va fabriquer du verre, et au lieu de le mettre sur une table, on va le faire passer dans des rouleaux, et ce verre qui sort de rouleau, ici, vous allez voyez les deux rouleaux, je vais en faire un ruban, et l'ultime développement de ce procédé, ça a été le procédé jusant. Alors c'est intéressant parce que c'était à la fois la fin des diligences, parce que c'est le dernier procédé le plus sophistiqué qui soit, et j'ai rencontré à Saint-Gobain des gens qui avaient connu ce procédé jusant, qui a été fermé dans les années 60, c'était ce qu'ils appelaient une usine d'ingénieurs. Il y avait des rouleaux partout, c'était très, très automatisé, ça consistait à faire un ruban, le doucir en ligne, continuer la ligne, le polir en ligne, et faire un verre à la fin, qu'on appelait le verre de qualité Chantraine, qui était particulièrement adapté à la glace et de très bonne qualité. Mais c'était un procédé qui, bien que beaucoup plus automatisé et surtout continu, était plus productif que le procédé classique, mais était une énorme usine à gaz en quelque sorte. Et donc vous voyez que par rapport, le vitrage, lui, a essentiellement bénéficié d'une innovation procédé qui, à partir du procédé initial, vous voyez quand même qu'on faisait pour la vitre, on faisait quand même des cylindres de grande taille. Je vous ai expliqué qu'on pouvait faire des vitres plus grandes parce que justement le verre était plus mince que pour la glace. Mais ces vitres de grande taille avaient ce défaut de optique non complètement contrôlée qui faisait que la qualité du vitrage n'était pas au rendez-vous. Alors, le procédé qui a été utilisé dans les années 20, ça a été de faire du verre étiré, c'est-à-dire de faire monter un film de verre, une lame de verre par le haut en le tirant. Alors vous avez ici la lame de verre que vous voyez qui sort du verre en fusion ici. Vous allez voir ici un petit film. Qui produit environ 10 millions de mètres carrés de verre à vitre par an. Alors vous voyez le verre, voilà, on vient le bloquer, il s'arrête. L'outil pour le couper, et ensuite vous récupérez cette feuille de verre pour faire du vitrage. Vous voyez que c'est assez différent du procédé jusant. Alors, un procédé est venu révolutionner tout ça. Alors il y a plein de choses à raconter, je vais qu'en faire un résumé très rapide, mais c'est une merveilleuse histoire scientifique et technologique que celle du procédé moderne, qu'on appelle le procédé float, qui a été inventé par Pilkington, alors de façon très intéressante. Ce procédé, il consiste à faire couler du verre en fusion sur de l'étain en fusion. Et ça a été absolument révolutionnaire. L'idée, c'était, votre verre fondu, au lieu de le passer entre deux rouleaux, de faire ce qu'on appelle le verre laminé, vous le faisiez couler sur un bain d'étain liquide, et comme ça, les deux faces, la face vers l'air et la face vers le liquide, à cause des tensions superficielles, restaient de qualité optique impeccable. Et le verre moderne n'a plus besoin de polissage, n'a plus besoin de doucissage, il sort à la qualité optique qu'on appelle poli au feu, c'est-à-dire que ce soit la partie qui est en contact avec le gaz ou la partie qui est en contact avec le liquide, à cause de la tension superficielle, il est directement poli et douci sans avoir besoin d'opérations supplémentaires. Alors évidemment, vous comprenez bien que ça a été une révolution complète dans la fabrication du verre. Vous avez ici un four moderne, la maquette d'un four moderne reconstitué en 3D. Donc ici, vous avez la fusion, l'endroit où le verre le fourre, l'endroit où le fer fond. Ensuite, vous avez l'étendrie. Donc le verre, ensuite, est fait un ruban qui finit par être solide à la fin, tiré par la fin. Donc vous avez une sorte de ruban que vous tirez. Et ensuite, à la fin, vous coupez des plaques, qui sont les plaques de verre, qui sont directement utilisables pour faire du verre, pour faire des miroirs ou pour faire des vitrages. Et c'est là que glace et vitre ont été confondus par le fait que le même procédé fabrique à la fois, au même prix, de la glace ou de la vitre. Et donc c'est pour ça que le terme glace n'est plus utilisé, parce qu'il correspond au même verre, au même matériau que celui de la vitre. Voilà, alors vous avez je vais sauter ça parce que je suis un peu long et j'ai encore des choses à raconter. Alors l'histoire de Pilkington, elle est absolument fantastique. Alors, peu importe, le monsieur Pilkington qui s'est occupé et inventé le procédé Pilkington ne venait pas de la famille du Pilkington qui possédait
l'entreprise de vitrage Pilkington. C'est une histoire intéressante, si j'ai des questions à la fin, je pourrais vous la raconter, mais ils ont le même nom, mais c'était pas du tout la même famille. Toujours est-il que 51, l'idée c'était d'effacer les traces de rouleau en réchauffant le ruban de verre sur un bain d'étain. 1964, enfin le procédé a marché. Il a fallu 13 ans de dépenses très importantes et d'efforts fantastiques de la part de Pilkington pour mettre au point ce procédé. Et c'est intéressant de penser que, en fait, Pilkington était au bord de la faillite, un peu avant les années 60, enfin au début des années 60, était d'ailleurs venu voir Saint-Gobain, qui à l'époque avait le procédé Jusant, et pour des raisons qu'on peut expliquer, mais qui sont un peu subtiles, Saint-Gobain n'a pas donné suite, n'a pas voulu aider Pilkington à mettre au point son procédé, non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais il pensait que c'était juste bon à fabriquer du vitrage, et à l'époque, comme je vous l'ai dit, Saint-Gobain était beaucoup plus intéressé par la glace. Il ne savait pas, ni Pilkington, qu'en fait la qualité du verre qui sortirait du procédé Pilkington allait pouvoir remplacer du verre à glace qui était fabriqué à l'époque par le procédé Jusant. Donc personne ne le savait, mais quand ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire que la qualité était suffisante, évidemment ça a été une révolution. Alors vous avez ici une courbe que j'ai reconstituée qui est intéressante. On va y passer 1 minute parce que ça vaut le coup de regarder. En fait, comme vous l'avez compris, Saint-Gobain bénéficie d'énormes archives qui datent du début de cette société, 1665, qui ont 253 ans. Et ici, vous avez vous voyez, le milieu du XVIIIe siècle, le prix du coût, c'est-à-dire le coût de fabrication de la glace et le coût de fabrication du verre, comparé. Alors vous avez ici une échelle log. C'est juste pour vous montrer que, vous voyez, la glace était 40, 50 fois plus chère que le vitrage. Et vous avez ici, j'ai replacé les innovations procédées, c'est-à-dire l'année où le procédé est entré en vigueur dans les usines de Saint-Gobain. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez, le prix augmente de la glace, et d'un seul coup, parce qu'il y a un procédé nouveau, il baisse de façon en un coup, il fait une marche d'escalier, et puis ensuite une longue progression. Jusqu'à ce que la coulée continue arrive, une marche d'escalier, une longue progression. Le float est arrivé, une marche d'escalier et une lente progression qui rejoint ici un prix identique de façon moderne. Et comparativement, pour la vitre, vous voyez les procédés Fourcault et Pittsburgh qui sont arrivés avec l'arrivée du procédé float qui lui aussi a fait baisser le coût de fabrication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en échelle log, vous voyez ici quelque chose que vous connaissez bien, qui est ce qu'on appelle le gain de productivité des usines. C'est le coût qui revient à plus de 3 ordres de grandeur, en 3 siècles certes, mais plus de 3 ordres de grandeur, le coût de fabrication qui a fait passer le verre d'un prix qui était évidemment un prix 1000 fois plus élevé au prix actuel qui est devenu plus que relativement abordable. Voilà, ici vous avez la même chose avec le temps de travail des ouvriers, mais le temps de travail qu'il fallait pour fabriquer un verre, mais évidemment on retrouve la même chose. Alors je vais finir avec le fait que le verre peut être utilisé pour faire de l'impression 3D. Donc vous avez ici une imprimante 3D, c'est des gens du MIT qui font ça. Voilà, vous pouvez des objets en verre fabriqués avec une imprimante 3D qui utilise le verre, parce qu'il y a sa propriété amorphe, pour fabriquer des objets. Voilà, alors ce qui est intéressant quand même maintenant au niveau scientifique, c'est de savoir que ce matériau, qui a été utilisé depuis des milliers d'années, qui a des tas d'applications, qui reste un matériau emblématique, on ne connaît toujours pas d'explication physique universelle à ses propriétés. Certes, on sait qu'il est amorphe et que ce n'est pas une structure cristalline, mais il y a un débat dans la physique moderne qui existe entre 2 explications qui sont assez différentes. L'une qui considère que le verre est un liquide en surfusion, c'est probablement ce que vous avez en tête, c'est-à-dire c'est un état de la matière qui n'a pas eu le temps de cristalliser et qui reste amorphe parce qu'il n'est pas cristallisé, et c'est cette propriété d'être amorphe, comme je l'ai dit, qui donne non seulement la transparence, mais aussi la viscosité qui varie avec la température, qui sont 2 des propriétés les plus importantes du verre. Mais une autre explication plus récente, qui vient des études qui ont été faites sur les verres de spin, alors il ne faut pas confondre le verre de spin et les verres de matière, mais quand même, qui vient des études faites sur les verres de spin, qui conclut que c'est un autre état de la matière, que l'on peut différencier de l'état solide et de l'état liquide, et que cet autre état de la matière, qu'on différencie par ce qu'on appelle des transitions de phase, on a des signatures comme quoi on peut passer d'un état à l'autre, eh bien c'est un état différent de la matière, qui n'est ni solide ni liquide. Et je cite alors un article qui vient d'une théorie de Jean-Philippe Bouchot. Alors Jean-Philippe Bouchot, au passage, c'est le mari d'Élisabeth Bouchot,
qui s'occupe du théâtre de la Reine Blanche. Vous voyez que le monde est petit. C'est un confrère académicien, on l'a élu il y a 2 ans, c'est un scientifique absolument remarquable, qui a fait des théories sur le verre dans les années 2000, et vous avez ici un article de 2016, fait avec des expérimentateurs du CEA, qui montre qu'on peut mesurer, en mesurant des susceptibilités d'ordre supérieur, qu'il y a des indications comme quoi il y a des transitions de phase entre l'état vitreux et l'état solide ou l'état liquide, et donc que ça correspond bien à un nouvel état de la matière et pas à l'état classique de surfusion d'un matériau qui, de point de vue cinétique, n'a pas réussi à cristalliser. Voilà. Alors, j'ai été aidé dans tout ce travail-là par quelqu'un qui est merveilleux, qui m'a beaucoup aidé, qui est Anne Alonso, qui travaille aux archives de Saint-Gobain. Vous avez vu beaucoup de petits films et de photos d'archives, et c'est incroyable de travailler scientifiquement sur des archives historiques, et ça a été un grand plaisir. Voilà. Et puis, je dois dire que cette présentation, c'est en fait le résumé de 2 cours du Collège de France que j'ai donné lorsque j'avais la chaire d'innovation technologique au Collège de France, et qui correspond à une série de conférences que j'ai faites, qui sont tous sur le site du Collège de France si vous les retrouvez, qui illustrent la relation entre sciences fondamentales et innovation technologique. Le verre fait partie des sujets que j'ai traités. Je ne l'ai pas abordé avec vous de cette façon-là, mais j'ai résumé un peu ces 2 leçons, l'une sur les matériaux, l'autre sur les procédés, pour pouvoir vous donner une sorte d'extrait de ce qui se passe. Voilà. Et je voudrais juste vous rappeler de vous inscrire sur Big de Science, vous abonner, ça aidera la main à la pâte, mais surtout vous y trouverez des tas de choses intéressantes. Merci à tous.